Genesia, Anno 1800, Sleeping Gods et Role Player Adventures sont 4 jeux que je possède qui font partie de ma collection et aujourd'hui je vous donne mes recommandations pour vous aider à déterminer s'il s'agit de jeux que vous devriez acheter, simplement essayer ou complètement ignorer. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, c'est le moment de ce deuxième épisode de ce segment vidéo que j'ai intitulé « Achète-le, essaie-le, ignore-le ». Dans les prochaines minutes, je m'apprête à vous parler de 4 jeux qui font partie de ma collection, que j'ai en ma possession, des jeux plutôt récents qui sont sortis dans les 2 dernières années et pour chacun de ces titres, après vous avoir fait une brève description de ces derniers, je devrais me prononcer à savoir s'il s'agit d'un titre que je vous recommande d'acheter, d'essayer simplement ou complètement d'ignorer. Alors sans plus attendre, commençons avec le premier titre d'aujourd'hui. Je commence en vous parlant de Anno 1800. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, un jeu de développement, un jeu avec un mécanisme qui nous rappelle le placement d'ouvriers, on pourrait le dire ainsi. Et dans ce jeu, vous voudrez développer votre île, votre petite parcelle de terre. Vous aurez en début de partie accès à des ressources brutes et vous devrez essayer de combiner ces ressources pour avoir accès à des ressources plus avancées, les transformer et éventuellement transformer ces ressources avancées en industrie ou du moins en n'importe quelle manière de produire des nouveaux matériaux ou des produits plus raffinés. Tout ça dans l'objectif de répondre aux souhaits et aux besoins de la population qui va peupler votre petite parcelle de terre. Alors, ce qui est intéressant dans Anno, c'est que, oui, je vais développer mon plateau personnel en allant récupérer des nouvelles tuiles. Pour récupérer des nouvelles tuiles, on doit nécessairement produire des biens prérequis. Et pour produire ces biens, on n'a pas de jetons, on n'a pas de tokens qui représentent des ressources. On va simplement placer nos ouvriers sur les ressources que l'on produit pour indiquer qu'on les produit et qu'on peut récupérer une tuile plus avancée. Par contre, c'est possible, bien qu'il y ait de nombreuses ressources disponibles dans Anno, que je ne produise pas la ressource dont j'ai besoin. Alors, c'est pour ça qu'on peut faire du commerce avec les autres joueurs autour de la table. Plusieurs interactions intéressantes de ce style. Anno 1800 est un jeu qui m'a intrigué dès son annonce d'adaptation en jeu de société puisque c'est inspiré d'un jeu vidéo. Et je dois le mettre dans la catégorie des jeux à essayer. Alors, Anno 1800 a un feeling, un sentiment de développement vraiment très présent. On commence la partie avec pratiquement rien. Je peux produire de la roche, je peux produire du blé, des choses comme ça. Et au fur et à mesure où la partie va avancer, on va faire des choix qui vont déterminer les ressources vers lesquelles on va se spécialiser pour réaliser nos objectifs. Mais ce qui est important aussi, c'est de regarder ce que nos voisins produisent, parce que si mon voisin produit de l'acier, ben, peut-être que je vais décider de ne pas aller en produire et que je vais m'assurer d'avoir toujours accès à des jetons de commerce pour pouvoir lui emprunter. Alors l'aspect de développement, l'interaction entre les joueurs est bien présent, les nombreux objectifs qu'on peut réaliser, les petits combos qu'il est possible de faire aussi. Toutefois, un jeu qui est tout de même assez long, bien que les tours soient assez courts, ce n'est pas un jeu, selon moi, qui va plaire à tout le monde. C'est possible même que certains disent qu'il manque de tension dans le jeu. C'est pourquoi je le mets dans la catégorie des jeux à essayer. Personnellement, je l'aime énormément, mais dans ce segment, j'essaie de me mettre à la place des gens. Alors, je vous recommande de faire une partie, premièrement, pour vous faire votre propre idée. J'enchaîne avec Genesia, un jeu pour 1 à 5 joueurs, un jeu à thématique de civilisation, qui va se jouer en 3 différents âges, et on a des mécanismes de contrôle de territoire et de draft de cartes. Donc, au début de chacun des âges, tous les joueurs vont se voir donner des cartes.
On va en sélectionner une parmi celles-ci qu'on désire conserver pour l'âge en cours et on va passer les autres cartes à notre voisin et on va faire le tour de la table comme ça quelques fois jusqu'à ce que l'on possède notre main de départ qui va représenter les actions qu'on pourra effectuer à différentes phases de la partie, de la manche en cours, en réalité. On va pouvoir avoir une phase de croissance où on va pouvoir faire apparaître des nouveaux jetons sur la carte dans notre territoire qui représentent des membres de notre clan. On va avoir une phase d'exploitation ou d'expansion plutôt où on va pouvoir déplacer nos membres de notre clan, de notre tribu. On va pouvoir décider de les déplacer individuellement ou de les grouper pour les déplacer ou pour occuper de façon plus proéminente une case en question. Parce que chacune des cases, plus on se rapproche du plateau central, de l'espace central, plus les territoires rapporteront des points en fin de partie. Alors, on va avoir une grosse puissance militaire sur ces tuiles. Donc, on peut décider de les disperser pour occuper plusieurs territoires, mais de ne pas avoir une grande défense ou de se concentrer sur des territoires qui rapportent plus de points, mais y placer plus de jetons, donc une plus grande puissance. Et on va avoir une phase d'attaque également où les joueurs vont devoir secrètement placer un jeton dans leurs mains du côté guerre ou du côté paix. Si un joueur, en fait, tous les joueurs qui vont choisir le côté guerre pourront effectuer une attaque. Tous les joueurs qui vont choisir le côté paix, eh bien, ne veulent pas se battre. Mais une fois que les joueurs vont avoir effectué leurs attaques avec leurs adversaires qui partagent un territoire adjacent, on va faire une nouvelle tournée. Donc, les joueurs qui ont précédemment choisi paix pourraient décider de changer d'idée et choisir attaque. On peut faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que tous les joueurs aient choisi de faire la paix et on va passer au prochain âge. Bien évidemment, dans chacune des phases d'une manche, on va avoir les cartes dont j'ai parlé un peu plus tôt qu'on va pouvoir venir jouer pour avoir certains effets qui peuvent nous avantager. Donc, Genesia est un jeu, selon moi, à ignorer complètement. Alors, je n'ai vraiment pas aimé le jeu. Bon, premièrement, on dit jeu à thématique de civilisation. La thématique, à part les belles illustrations, n'est pas là du tout. Là. C'est complètement plaqué. Et il existe plusieurs jeux de civilisation, à thématique de civilisation plutôt plaqués, que j'apprécie beaucoup plus que Genesia, comme Adara par exemple. Bien que les mécanismes de jeu soient complètement différents, dans Genesia, je trouve que les parties reviennent souvent au même, ça tourne en rond. Les phases de guerre et d'attaque, souvent on va passer plusieurs minutes les bras croisés à regarder les autres joueurs s'attaquer, se venger jusqu'à temps que leur tribu soit affaiblie le plus possible. Il y a des temps morts. Je trouve que les cartes, bon, ils ont des belles illustrations, mais l'effet de la carte n'est pas thématique vraiment avec son nom ou quoi que ce soit. Bref, un jeu qui est mécaniquement fonctionnel, mais qui tombe à plat. Un jeu quelconque, pour moi, je vous dirais que si vous cherchez un jeu à thématique de civilisation, il y en a des meilleurs. Si vous cherchez un jeu de contrôle de territoire, il y en a des bien meilleurs que celui-ci. J'enchaîne maintenant avec Sleeping Gods, un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu narratif, un jeu d'aventure, d'exploration, un jeu avec des choix, avec un petit peu de placement d'ouvriers, un petit peu de gestion de risque, plusieurs petits mécanismes qui viennent s'imbriquer ensemble. C'est un jeu coopératif, donc on travaille main dans la main vers l'atteinte d'un objectif commun. Vous incarnez la capitaine d'un équipage qui devra naviguer à travers différents océans sur un vaste territoire pour retrouver 11 totems des dieux perdus. Et vous allez avoir plusieurs aventures. Et ce qui est intéressant dans Sleeping Gods, c'est qu'on va avoir une phase avec mécanisme de placement d'ouvriers sur notre bateau. Alors, on va pouvoir effectuer des actions sur notre bateau pour aller récupérer des jetons de commande, pour aller récupérer de la nourriture, aller récupérer des cartes, plusieurs possibilités s'y trouvant. On va même pouvoir améliorer notre bateau en cours de campagne et on va avoir aussi par la suite une phase d'action où on va déplacer carrément notre navire sur l'immense carte
que ce jeu nous propose sous forme de calepin et on va pouvoir interagir avec les différents éléments autour de nous. Par la suite, on va avoir des rencontres, des aventures qui vont être réglées sous forme de livrets dont vous êtes le héros. Vous aurez des choix à faire, des opportunités qui vont s'offrir à vous seulement si vous avez récupéré tel mot-clé, des tests d'aptitude également selon les spécialités des membres de votre équipage, des combats à régler aussi. Bref, beaucoup de choses à voir dans ce jeu qui se joue sous forme de campagne. Alors une campagne, selon ce que la boîte nous informe, c'est entre 10 à 20 heures. Toutefois, le jeu a été conçu pour être vécu sur plusieurs campagnes. Donc, Sleeping Gods est un jeu que je qualifie de jeu à acheter. C'est vraiment bon, Sleeping Gods. Toutefois, petit astérix tout de même, selon ma perspective, c'est un jeu que je recommanderais en solitaire à 2 joueurs ou 3 joueurs maximum. Si vous y jouez en solitaire, vous devez savoir que vous allez incarner 9 personnages. C'est quand même pas mal de gestion. Mais c'est excellent quand même. Donc 2 joueurs ou 3 joueurs, peut-être que c'est la configuration excellente, même si je ne l'ai pas essayé sous cette forme jusqu'à présent. Vous devez savoir que c'est un jeu où il y a beaucoup d'aspects aléatoires, mais hautement thématiques. Et il y a tellement de choses à explorer, tellement d'avenues à emprunter. On peut mourir dans ce jeu-là, et ça ne nous dérange même pas de mourir parce qu'on va repartir du départ avec des connaissances sur les environs, sur les lieux qu'on a explorés. On va vouloir décider de partir dans une autre direction, aller réaliser une quête qu'on avait fait lors d'une de nos parties précédentes. Bref, un jeu casse-tête, un jeu, j'appelle ça comme un petit régal. C'est un petit délice de s'installer devant ce jeu-là et de voir, bon, qu'est-ce que je vais découvrir d'hallucinant aujourd'hui? Et je termine cette vidéo avec Role Player Adventures, un autre jeu pour 1 à 4 joueurs coopératif. On travaille ensemble, un autre jeu narratif dans lequel vous allez incarner un personnage que vous allez bâtir en début de campagne. Bon, il y a plusieurs façons de bâtir votre personnage. On peut le personnaliser, on peut prendre des caractéristiques existantes, on peut même importer un personnage du jeu de base de Role Player. Et après ça, vous allez incarner votre personnage pour le reste de la campagne avec ses aptitudes, ses habiletés de race, de classe, son propre deck d'équipement, de traits, d'objets à utiliser. Et vous allez avoir dans votre campagne une trame principale, une quête principale, une histoire qui va se déplier au fur et à mesure que vous allez avancer à travers celle-ci, à travers la dizaine de scénarios qui est disponible. Et vous aurez des choix à faire, encore une fois, et surtout des tests à réaliser. Je le disais un peu plus tôt, c'est un autre jeu narratif. Et certains événements vont se résoudre un peu de la même façon que ce que je parlais dans Sleeping Gods, c'est-à-dire que vous aurez des opportunités ou des finalités ou des réalisations qui ne seront disponibles que si vous avez accès à certains mots-clés que vous allez récupérer selon les choix que vous avez faits précédemment. Donc, les choix que vous faites dans votre partie vont impacter, vont influencer les événements qui pourraient survenir dans les scénarios à venir. Et vous allez résoudre les combats et les tests avec un petit casse-tête de gestion de dés avec les cartes que vous avez en main. Donc, Role Player Adventures est un jeu que je qualifierais de jeu à acheter. Un autre jeu excellent. Écoutez, si vous cherchez un jeu narratif casse-tête à souhait, à jouer en solitaire ou à 2 joueurs, je pense que Role Player Adventures brille dans sa configuration à 2 joueurs ou même en solitaire. Moi, je fais la campagne en solitaire et je trippe. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'aimerais ça partager ce moment-là avec quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, à 2 joueurs, je suppose que c'est la configuration idéale. Ce qui est excellent dans le jeu, c'est... il y a plusieurs choses, mais la résolution des casse-têtes, des événements, des tests. Ce n'est pas parce qu'on échoue un test qu'on va mourir ou qu'on va perdre le scénario. Pas du tout. Ça va simplement avoir une répercussion différente sur les événements qui sont à venir. On va peut-être passer à côté d'une opportunité. Il y a peut-être un personnage qui va nous détester à cause qu'on a raté une tentative ou quoi que ce soit.
Alors ça, c'est vraiment intéressant, comment on va gérer nos dés en combo avec nos cartes, mais surtout, comme je le disais, l'aspect narratif, l'arbre de possibilités qui se déploie au fur et à mesure que les scénarios avancent. C'est vraiment, vraiment bon. Et voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de notre format vidéo. Achète-le, essaie-le, ignore-le. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir avec un commentaire ou avec un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à m'indiquer également quelles auraient été vos recommandations pour ces 4 titres basés sur vos expériences. Considérez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine!